Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue à cette session de Impôt Expert en direct. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure. Donc, j'attends vos questions, tout simplement. Donc, premièrement, j'aimerais juste vous dire, j'espère que vous êtes en train de voir cette session sain et sauf présentement. OK, j'espère que vous êtes en sécurité, que vous restez chez vous présentement et que vous suivez les instructions du gouvernement. Donc, on espère sincèrement que vous êtes vraiment en sécurité. Euh, donc, euh, donc, attendez, juste voir, est-ce qu'on a le son? Est-ce que vous m'entendez tout le monde? OK, donc là, vous m'entendez. OK, parfait. Donc, je voulais juste m'assurer que tout le monde m'entend. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, je pourrais commencer la session avec des renseignements, par exemple, les annonces qui viennent juste de sortir dernièrement. Donc, toutes ces prestations-là qui sont sorties du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial. Donc, sachez que, par exemple, la grande annonce que le gouvernement a fait, particulièrement le gouvernement fédéral, c'est sur la prestation canadienne d'urgence. Donc, ça, c'est une nouvelle prestation qui est offerte par le gouvernement fédéral pour ceux qui ont été affectés, qui ont été touchés par le coronavirus. Donc, vous avez perdu votre emploi, par exemple, à cause du coronavirus, excusez-moi. Vous avez peut-être, vous avez plus d'heures de travail, vous êtes malade, peut-être que vous ne pouvez pas travailler présentement à cause du coronavirus. Donc, sachez que le gouvernement fédéral a offert cette prestation-là. C'est vraiment une prestation d'assurance-emploi qui a été offerte. Donc, ça va aller jusqu'à 2000 dollars par mois. OK? Et ça va aller jusqu'à 4 mois, dépendamment de la demande que vous avez. Donc exemple, si vous n'avez pas de travail présentement pour au moins 4 mois, ben, ça va être une nouvelle prestation qui va être offerte jusqu'à 2000 dollars par mois. OK, donc, pour être admissible à cette prestation canadienne d'urgence, ben, comme je l'ai mentionné, tout simplement, c'est le fait que vous avez perdu votre emploi à cause de cette pandémie. OK, donc vous avez perdu votre emploi, donc que vous soyez un travailleur autonome ou que vous soyez un travailleur tout simplement, un salarié, vous avez perdu votre emploi à cause du coronavirus, ben, la prestation est là pour vous donner du soutien. OK? Donc, c'est vraiment orienté vers ces personnes-là, ces salariés et ces travailleurs autonomes qui ont perdu leur emploi. Donc, quelles sont les conditions? Bien, la première, je viens juste de le mentionner, c'est le fait que ça prend absolument une perte d'emploi. Vous avez perdu votre emploi, puis vous ne recevez pas un revenu d'emploi à cause de la pandémie. Donc, ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, pour 2019, pour l'année 2019, ou pour les 12 mois précédant la demande que vous faites pour la prestation canadienne d'urgence, ben, ça vous prend un revenu d'au moins 5 000 provenant d'un revenu d'emploi, revenu de travail indépendant, de prestations d'assurance-emploi ou de prestations parentales. En d'autres mots, la RQAP. C'est ça que ça vous prend. OK? Donc, ça, c'est les conditions d'application que vous avez. OK, pour être capable de réclamer pour être capable de réclamer dans ce cas-là la prestation canadienne d'urgence. OK, donc ça, c'est quelques-uns des conditions. OK, donc encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions. Bon, vous pouvez déjà faire l'application aujourd'hui. OK, c'est ouvert depuis le 6 avril. Le gouvernement a ouvert leurs portes. Vous pouvez aller tout simplement à Service Canada, donc à Mon dossier à Service Canada ou à Mon dossier de l'ARC. Vous pouvez aller à un ou l'autre pour être capable de vous prévaloir de la prestation canadienne d'urgence. OK, donc c'est déjà ouvert. Puis j'avais vu dans les nouvelles dernièrement que vous pouvez déjà recevoir. Ben, ceux qui ont déjà fait la demande depuis le 6 avril, ils ont déjà reçu leur première prestation déjà. OK, donc c'est des bonnes nouvelles. Là. OK, donc on voit que c'est déjà des bonnes nouvelles pour
pour cette prestation-là. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Donc, sur notre site web aussi, sur impoexpert.ca, on a parlé de cette prestation canadienne d'urgence. Donc, vous pouvez aller directement, au site, à notre site, puis on vous donne tous les détails. Donc, vous allez sur impoexpert.ca. Dans un des onglets que vous allez retrouver vers le haut complètement de notre site, vous allez avoir conseils et outils. Et quand vous allez placer votre souris sur conseils et outils, vous pouvez aller à blog de Impôt Expert. Et là-dedans, on a un article qui vous donne tous les liens et tous les renseignements que je viens juste de vous donner aussi concernant le coronavirus. Excuse-moi, la prestation canadienne d'urgence à cause du coronavirus. On a aussi un balado-diffusion que vous pouvez aller sur SoundCloud, donc SoundCloud.com. Vous cherchez Impôt Expert tout simplement et on a créé aussi une balado-diffusion sur cette prestation canadienne d'urgence avec les détails que je viens juste de mentionner. Bon, donc j'attends vos questions. OK, j'attends vos questions dans ce cas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. OK, donc j'attends un peu. Donc, je vais attendre quelques secondes pour voir si vous avez des questions fiscales. OK, donc, entre-temps, on pourrait parler aussi d'autres programmes que le gouvernement a offerts à cause de cette pandémie-là. Donc, on pourrait aller, par exemple, sur la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, ça, c'était la dernière annonce que le gouvernement fédéral vient juste de faire. Pour le coronavirus. Donc, la subvention salariale d'urgence du Canada, c'est quoi exactement? C'est une subvention qui peut aller à 75 du salaire des employés. Donc, une subvention qui a été versée directement, une subvention qui est versée directement aux entreprises. Bon, avant d'aller là-dedans, je vais maintenant répondre à la première question que j'ai ici. Est-ce que, en tant que travailleur autonome, je m'inscris sur le CERB, donc ça c'est l'acronyme anglais, directement ou fais une demande de l'assurance emploi avant? Bon, d'après les directives du gouvernement, vous pouvez présentement faire la demande directement de la CERB ou la prestation d'urgence du Canada. OK, donc, vous pouvez appliquer directement à la prestation canadienne d'urgence au lieu de faire l'application de l'assurance emploi. Si plus tard, vous êtes encore admissible à l'assurance emploi, dans ce cas-là, vous allez faire une autre demande plus tard pour l'assurance emploi. Mais entre-temps, à cause du fait que la PUC ou la PCU, excusez-moi, la prestation canadienne d'urgence est déjà offerte, dans ce cas-là, d'après les directives du gouvernement, vous pouvez faire l'application directement pour ce programme en premier, puis plus tard, vous pouvez faire une application pour l'assurance emploi. OK, donc ça, c'est la réponse à cette question. Bon, bonjour, M. Lalonde. Est-ce que vous avez une question? Donc, je vois que j'ai une autre question ici. Donc, j'attends vos questions encore une fois. N'hésitez pas à me poser des questions. On est là pour ça. C'est Impôt Expert en direct. On est là à répondre à vos questions directement. OK, bon, entre-temps, je vais continuer avec la subvention salariale, OK, jusqu'à temps que je reçois une autre question. Donc, la subvention salariale, encore une fois, c'est une subvention qui va être versée directement aux employeurs. Et ça va subventionner le salaire des employés jusqu'à 75 OK, jusqu'à un certain maximum, évidemment. Et le maximum serait sur un salaire de 58 700 $. Donc là, on parle tout simplement le maximum de la Régie des rentes du Québec, tout simplement. C'est ça qu'on parle présentement pour cette subvention-là. Donc, la prestation hebdomadaire qui va être versée, le maximum de cette prestation hebdomadaire qui va être versée directement aux employés
aux employeurs pour verser aux employés, c'est de 847 $. Donc, ça, c'était l'annonce qui a été faite par le gouvernement fédéral. Donc, cette subvention-là, va être versée sur une période de 12 semaines qui débute le 15 mars et qui va se terminer après 12 semaines, qui serait le 6 juin 2020. OK, donc ça, c'est la subvention. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment versé aux employeurs directement. Et pour se prévaloir de cette subvention-là, bien, il faut faire des preuves au gouvernement que les revenus bruts pour les mois de mars, avril ou mai ont tombé au moins 30% comparativement au même mois de l'année précédente, de l'année 2019, en d'autres mots. OK, donc ça, c'est le prérequis de base pour être capable pour un employeur qui peut se prévaloir de cette prestation-là. Donc là, on va voir maintenant la question. OK, donc, M. Lalonde, vous avez une question. Donc, j'ai besoin de savoir où je dois inscrire ce montant. Donc, j'ai un revenu relié à un ancien emploi qui est l'assurance médicaments que j'ai continué après avoir pris ma retraite de la fonction publique du Canada. J'ai besoin de savoir où je dois inscrire ce montant. Donc, j'ai un revenu lié à un ancien emploi qui est l'assurance médicaments. Bon, M. Lalonde, tout simplement, la réponse à cette question-là, c'est le fait que pour le Québec, c'est considéré comme un revenu d'emploi. OK, c'est un avantage imposable, comme c'est le cas. Comme c'est le cas avec un employé présent, là, un employé qui a une assurance médicaments. Donc, vous continuez à être sur le plan d'assurance médicaments de votre employeur. Donc, ce montant-là devient un revenu d'emploi, mais seulement au Québec. C'est un avantage imposable. Sachez que le montant de l'assurance médicaments, OK, qui est imposable pour vous comme revenu d'emploi, ça devient un frais médical admissible pour vos crédits non remboursables. Donc, vous pouvez l'utiliser, ce montant-là, à cause du fait que vous êtes imposé. Parce que c'est un avantage imposable, bien, vous pouvez le prendre comme dépense directement comme un frais médical. Donc, dans vos crédits non remboursables. C'est là-dedans que vous pouvez réclamer. Donc, premièrement, c'est imposable. Québec seulement, revenu d'emploi. Deuxièmement, vous pouvez l'inscrire comme un frais médical admissible dans vos crédits non remboursables. Bon, j'ai une autre question maintenant de Fadi Jabot. Bonjour, est-ce qu'on doit demander le crédit de solidarité dans Impôt Expert pour les deux conjoints, épouse et époux? Merci. Bon, bonne question. Fadi. Donc, la demande de la solidarité, c'est seulement un conjoint qui peut le faire. OK, ce n'est pas les deux conjoints en même temps. C'est seulement dans des cas vraiment exceptionnels que chacun des conjoints peut faire une demande distincte. Mais si je comprends la question directement, donc un cas régulier, là, qu'on pourrait dire, pas un cas rare, c'est toujours un conjoint qui fait la demande pour les deux. OK? Donc, il faut faire le choix. Donc, dans ce cas-là, il faut parler avec votre conjoint pour voir c'est qui va faire la demande sur la déclaration de revenus. Donc, ça, c'est pas une règle du logiciel, là. C'est une règle du gouvernement. OK? C'est la règle administrative du gouvernement. C'est seulement un conjoint qui fait la réclamation. Bon, on continue avec les questions. J'ai une autre question. J'ai Étienne Daou. Donc, bonjour. J'ai rentré mon relevé 10 émis de la FTQ qui comporte les cases E et F uniquement. Tous les autres cases sont vides. Je vois dans mon sommaire que le montant de la case F est bien sur la ligne 443. Donc, sur la ligne 443 de la déclaration de revenus. Toutefois, ce montant devrait également être sur la ligne 418 du gouvernement fédéral, mais il n'est pas, du moins dans le sommaire que j'ai accès. Comment vérifier que le montant se retrouve également sur sur la ligne 41 800 avant de payer et d'envoyer mes déclarations au gouvernement. Donc, Étienne, je veux juste aller voir 2 secondes le relevé 10 sur mon écran, là. Je veux juste avoir
tous les renseignements en main devant moi. OK, donc juste pour bien comprendre la question. Je vais juste télécharger donc les cases E et F. OK, donc là, ça, OK, donc une seconde. Donc là, c'est relié, dans ce cas-là, c'est relié directement. Donc, on parle ici, les cases E, action de remplacement non acquise au cours de la période, impôt spécial pour la case E. OK. Donc, oui, effectivement, c'est un impôt spécial parce que ça se peut que vous n'avez pas, ça se peut, je ne sais pas votre situation exactement, que c'est un remboursement qui n'a pas été fait pour votre RAP, pour le régime d'accession à la propriété, dans ce cas. Habituellement, ce montant-là n'est pas nécessairement sur le côté fédéral. On ne le voit pas nécessairement sur le côté fédéral parce que c'est un impôt qui est vraiment plus provincial. Je vais vous revenir là-dessus, Étienne, parce que je veux juste faire je veux juste faire des recherches. Puis là, j'ai évidemment, avec, comme vous le comprenez, avec la façon qu'on donne cette session-là, ça va prendre du temps avant que je fasse les recherches. Je vous reviens là-dessus sur s'il y a un impôt spécial qui est rajouté du côté fédéral. D'après mes renseignements, ce n'est pas le cas. Juste comme ça, là, juste en pensant, je ne pense pas qu'il y ait un impôt fédéral directement spécial sur ce montant-là. Mais je vais me renseigner, puis on va vous revenir là-dessus. OK? Je ne veux pas vous donner des mauvais renseignements. OK? Donc, je vous reviens là-dessus. Bon, Jérémond Ménard, ce serait la première fois cette année que mon conjoint a un revenu de pension. Que dois-je vérifier pour le fractionnement? Ni un ni l'autre n'avons 65 ans. Bon, donc pour le fractionnement de revenu de pension, la réponse, puis ça c'est la réponse de n'importe quelle question fiscale, c'est que ça dépend. OK? Bon, si vous avez, ça dépend du type de revenu de pension que vous avez. Si vous avez un revenu, si vous avez, dans ce cas-là, si vous avez des revenus de REER ou de FER, ben dans ce cas-là, le prérequis pour faire le fractionnement, c'est absolument l'âge de 65 ans. Donc, ça vous prend absolument l'âge de 65 ans pour être capable de fractionner. Donc, si votre conjoint n'a pas 65 ans, puis ses revenus de pension sont un REER ou un FER, ben dans ce cas-là, malheureusement, on ne peut pas fractionner. Mais si votre conjoint a une pension de RPA, régime de pension agréé. Donc, ça, c'est le cas typique des pensions gouvernementales. OK, par exemple, si vous avez travaillé dans la fonction publique, par exemple, que ce soit fédéral, provincial ou municipal, vous auriez dans ce cas-là, vous auriez fort probablement un RPA. OK, donc si c'est le cas, si vous avez une RPA, ben, au fédéral, vous pouvez fractionner dans ce cas. Mais malheureusement, on ne peut pas du côté provincial. OK? Donc, du côté provincial, le prérequis de 65 ans, ça reste peu importe le type de revenu. Mais du côté fédéral, si c'est un RPA, donc ça, vous allez le savoir, donc si vous avez un RPA, bien, le RPA est fractionnable même si vous n'avez pas, vous ni votre conjoint, avez 65 ans. La façon que vous allez savoir si vous avez un RPA, c'est si vous avez un T4A. Donc, le RPA, ça provient toujours d'un feuillet T4A. Okay? Si vous n'avez pas de T4A, ben dans ce cas-là, c'est un fer ou un REER. Mais si c'est un T4A, c'est un RPA et ce montant-là, on peut le fractionner du côté fédéral. Bon, on continue. Donc, Richard nous pose une autre question. J'ai aussi payé de ma pension. Donc, attendez une seconde. Bon, OK. Donc, j'ai aussi payé de ma pension mensuelle de retraite un montant qui est différent. En effet, mon relevé 1, case A. Oups, j'ai perdu la question. Donnez-moi 2 secondes. OK, donnez-moi 2 secondes parce que j'ai perdu les questions. Une seconde. OK, donc je suis là. Je m'excuse tout le monde, j'ai juste un problème technique là-dedans.
OK. Donc, on est de retour. OK. Bon, c'est la première fois cette année. OK, ça, je l'ai lu. OK, excusez-moi. Donc là, je suis de retour. J'ai aussi payé de ma pension mensuelle de retraite un montant qui est différent. En effet, mon relevé 1, case A, indique 2714 comme revenu. Mais en regardant mes talons de paye, j'ai payé à 1978. Est-ce que je peux demander des déductions pour frais médicaux pour les deux? Ou dois-je diminuer le montant inscrit sur le relevé 1? Aussi, sur mon T4A, j'ai une case portant la ligne 135 avec un montant. Dois-je inscrire ce montant-là? Puis-je inscrire ce montant-là dans les frais médicaux, mais fédéral seulement? Bon, au fédéral, non. Et le frais médical, M. Lalonde, c'est dans ce cas-là, ça serait la case J. Vous devez avoir une case J dans votre relevé 1 qui vous indique le montant imposable de l'avantage de l'assurance médicaments. OK? Donc, c'est là-dedans, c'est lui que vous allez mettre comme votre frais médical admissible. Donc, c'est vraiment ce montant-là que vous allez mettre directement. Du côté fédéral, regarde, du moment que si vous pouvez, confirmer que le 2630 c'est relié aux frais médicaux, à l'assurance, bien là, ça devient un frais médical admissible. Mais sinon, on ne peut pas l'imposer habituellement. Puis habituellement, ce n'est pas imposable du côté fédéral, habituellement. Donc, il faudrait vérifier. Bon, j'ai une question de Sébastien Giroux. J'ai mon bureau à la maison. Comment je peux déduire l'espace du travail, électricité, etc. sur mon rapport d'impôt? Bon, Sébastien, M. Giroux, dans ce cas, la façon, premièrement, il faut déterminer la portion de l'immeuble que représente, dans ce cas, la partie, en d'autres mots, la partie de l'immeuble que représente votre bureau à la maison. Donc, il faut premièrement déterminer un pourcentage. Donc votre bureau de maison, ça représente quel pourcentage de votre immeuble au complet. Donc, ça, c'est la première affaire qu'il faut faire pour le bureau à la maison. OK? Ça, c'est en premier lieu. OK? Après ça, du moment que vous avez déterminé ce pourcentage-là, là, vous allez prendre vos dépenses. Et là, évidemment, vous avez le droit à électricité, comme vous l'avez précisé. Donc, électricité, vous avez aussi donc, vous avez plusieurs types de dépenses que vous pouvez prendre. Donc, électricité, par exemple, votre loyer aussi. Par exemple, si vous êtes propriétaire, ben, vos impôts fonciers, exemple, etc., etc. Tous ces dépenses-là admissibles, et vous allez les prorater selon le pourcentage de l'immeuble que représente votre bureau à maison. OK? Donc, c'est ça, de cette façon-là que vous allez déterminer vos dépenses admissibles. OK? Donc, vous prenez toutes les dépenses qui sont admissibles et après ça, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez, dans ce cas-là, prorater sur le pourcentage de l'immeuble que représente votre bureau. OK? Donc premier lieu, qu'est-ce que votre bureau maison représente en termes de pourcentage de votre immeuble au complet? Donc, on parle de superficie, là. On parle vraiment de la superficie. Et après ça, vous prenez vos dépenses admissibles, vous allez les prorater par le montant, par le pourcentage que vous avez déterminé. Sachez que si vous utilisez Impôt Expert, par exemple, ce proratage-là se fait automatiquement. Vous avez tout simplement à indiquer le pourcentage personnel de votre immeuble, la superficie personnelle de votre immeuble. Vous cessez vos dépenses admissibles que Impôt Expert va vous lister. Et après ça, le tour est joué. Là, c'est Impôt Expert qui va prorater pour vous automatiquement. Bon, on continue. Je pense que Fadi, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce qu'on peut utiliser le service après remplir ma déclaration? Est-ce qu'on doit demander les signatures des personnes qui font les impôts avant? Qu'est-ce qu'on peut envoyer la demande à Revenu Québec et Agence de revenus du Canada? Bon, ça dépend. Vas-y, je ne suis pas sûr. Je vois peut-être que vous êtes un préparateur. Dans ce cas, ça dépend. Là. Si vous le faites vous-même, OK, le seul prérequis que ça prend, c'est que vous êtes inscrit à mon compte de l'ARC. OK, donc, à mon compte de l'ARC, et c'est le même principe à ClickSecure avec Revenu Québec. OK, c'est le même principe.
OK? Donc, vous devez être inscrit au portail en ligne des deux paliers du gouvernement, que ce soit du côté fédéral, autant du côté fédéral que du côté provincial. Du moment que vous êtes inscrit, bien, à l'aide du logiciel comme Impôt Expert, bien, vous allez dans Impôt Expert, vous allez dans la section Pré-remplir la déclaration de revenus. Fédéral-provincial, c'est la même procédure pour les deux bords. Vous cliquez dessus et après ça, vous téléchargez vos feuillets directement. Vous allez, du côté fédéral, vous allez vous loguer dans mon compte directement, OK? Alors que du côté provincial, c'est juste un téléchargement direct. OK? Donc, vous faites ces téléchargements-là et ça va remplir les feuillets que Revenu Québec et Revenu Canada ont présentement dans leur banque de données. Ça va le faire automatiquement. Bon, si vous êtes préparateur dans ce cas-là, ben, vous devez avoir une autorisation au préalable. Donc, vous devez avoir, il faut être inscrit premièrement aux représentants professionnels, autant du côté fédéral que du côté provincial. Vous devez faire signer à vos clients un formulaire d'autorisation au préalable. Donc, ça, c'est un formulaire autorisation fédérale, la MR69 au provincial. Et là, vous pouvez maintenant faire le téléchargement des feuillets. OK? En d'autres mots, le pré-remplir la déclaration de revenus. Bon, on continue avec les questions. Merci beaucoup pour les questions. C'est vraiment bien. Je suis bien heureux de voir que vous avez beaucoup de questions. Déjà produit ma déclaration, mais dois modifier la section REER pour cotisation des 60 premiers jours 2020. Est-ce possible de modifier dans Impôt Expert? La réponse est oui. Donc, dans votre montage d'entrevue, OK, dans le menu à gauche là, que vous avez, vous allez vous devez avoir une option pour produire un réajustement. Vous cochez cette case-là et là, la section de réajustement va s'ouvrir vers le bas complètement de votre menu de gauche. OK, quand vous êtes dans l'entrevue, quand vous êtes dans l'onglet de l'entrevue. OK, donc, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir maintenant, le logiciel va vous demander tout simplement c'est quelle ligne vous voulez changer et c'est quel montant que vous voulez saisir là-dedans. Donc, vous pouvez le faire là-dedans. Vous pouvez aussi, si vous voulez le faire un peu plus rapidement, vous pouvez aller par l'entremise de mon compte, de l'ARC. OK? Donc, si vous êtes inscrit au portail Mon compte et au portail Clic Sécure de Revenu Québec ou Mon dossier du côté provincial, je pense que c'est Mon dossier, excusez-moi. J'utilise le terme Mon compte, mais c'est vraiment Mon dossier de deux bords. Donc, si vous êtes inscrit à Mon dossier au fédéral, c'est le portail en ligne. Si vous êtes inscrit à Mon dossier provincial, ben, vous pouvez aller directement là-dedans aussi et effectuer votre réajustement directement en ligne. Vous avez cette option-là aussi. Et c'est un peu plus rapide de le faire avec le portail en ligne. Bon, on continue. Richard Lalonde, encore une fois, aussi, j'ai une assurance dentaire que j'ai conservée de la fonction publique, même si je suis retraité. Est-ce que je peux inscrire ce montant dans mes frais médicaux? Richard, la réponse est oui. Absolument. C'est une assurance médicale que vous avez. Donc, cette assurance-là devient déductible. Donc, ça devient un frais médical admissible. Absolument. N'importe quelle assurance que vous versez de vos poches. OK, qui vous couvre pour des médicaments ou pour une assurance médicale, c'est un frais médical admissible automatiquement. Bon, là, j'ai une question maintenant de Lise Drouin. Bonjour, devons-nous toujours choisir entre les frais médicaux de l'année et les frais d'hébergement pour prendre le plus avantageux? Oui. Donc là, quand vous dites frais d'hébergement, j'assume maintenant un CHSLD, OK, j'assume, ou une résidence privée. Donc, oui, effectivement. Donc, c'est un ou l'autre. Parce qu'évidemment, on ne peut pas piger deux fois là, okay, dans un crédit, okay, dans un allègement fiscal. On ne peut pas piger deux fois. C'est logique, c'est normal. Okay, donc, le gouvernement va vous dire. Donc, et puis là, on va prendre l'exemple d'un CHSLD et je vais assumer que, par exemple, la personne que vous parlez, là, c'est une personne qui est admissible au montant d'invalidité aussi, le crédit non remboursable d'invalidité. Bon, mais dans ce cas-là, le gouvernement vous donne des choix. Ou vous prenez les frais d'hébergement comme frais médical, ou vous allez prendre, dans ce cas-là, le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt pour invalidité. Puis habituellement, ce n'est même pas un choix. Là, okay? C'est avec les montants qui sont
assez haut, là, merci, pour les centres d'hébergement, bien, habituellement, c'est toujours le centre d'hébergement qui va gagner. OK? Parce qu'on peut réclamer plus de crédit avec le centre d'hébergement qu'on peut réclamer avec le montant d'invalidité. OK? Donc c'est pas. Donc, quand vous dites la question frais médicaux de l'année et frais d'hébergement, c'est vraiment c'est les mêmes frais. OK? C'est un frais médical admissible, à moins que vous preniez le montant pour invalidité. Puis comme je vous dis, là, 99,9% des cas, vous allez prendre le frais médical. Bon, on continue. Donc, on dit crédit d'impôt pour solidarité, c'est-à-dire juste une personne dans la famille qui peut réclamer le crédit et pas les deux. C'est vrai, oui. Donc en d'autres mots, c'est une personne qui réclame pour les deux conjoints. Donc, c'est pas vous n'allez pas perdre de montant. C'est juste que c'est juste une demande que vous faites pour le couple. OK, c'est vraiment ça. Et là, vous allez réclamer les deux montants en même temps. Donc, si vous êtes admissible les deux, ça va être une personne qui fait la réclamation, mais c'est les deux qui vont réclamer ce crédit. En d'autres mots, c'est une personne qui va réclamer le crédit pour les deux conjoints. C'est la façon que ça fonctionne. Bon, les dépenses admissibles de bureau à domicile, ça dépend du statut employé, employé ou travailleur autonome, oui. Mais regarde, un employé peut les réclamer et un travailleur autonome peut réclamer les frais de bureau à domicile. OK? C'est les deux qui peuvent le faire. La différence, et c'est les mêmes frais, là, c'est les mêmes frais entre les deux. La seule condition, il y a une condition additionnelle pour les employés. Et ça prend une signature de l'employeur. Ça prend une signature de l'employeur, OK, dans ce cas, qui dit que vous êtes obligé, dans votre travail, de travailler de chez vous et de dépenser de l'argent pour votre travail. C'est la condition additionnelle, OK, pour les employés. Et ça prend une signature d'un formulaire en particulier du côté fédéral autant que du côté provincial. C'est le T2200, donc T2200 du côté fédéral, et c'est le TP 64.3 du côté provincial. OK? Donc, ça prend absolument une signature de votre employeur pour les deux formulaires pour être admissible, pour avoir le droit de déduire vos dépenses de bureau à maison comme employé. OK? Donc, ça prend ces conditions-là. Pour un travailleur autonome, il n'y a pas cette condition-là. Travailleur autonome, vous êtes à votre compte, qui veut dire que vous réclamez tout simplement ces dépenses-là. OK? Bon. Pas d'intérêt ou taxe municipale si employé ordinaire. Oui, il y a des fortes chances. Oui, vous avez probablement raison. Dans ce cas-là, Thierry, il y a des fortes chances que ce n'est pas admissible. Habituellement, c'est les mêmes types de dépenses qui sont admissibles pour les deux types, mais il y a des fortes chances. Je n'ai pas le guide devant moi, là, mais il y a des fortes chances qu'il n'y a pas de différence. OK, bon. Merci pour la réponse. Concernant le bureau à la maison, est-ce que le formulaire sur Impôt Expert, bon, le bureau à la maison, est-ce que le formulaire sur Impôt Expert? Oui, absolument. On a les formulaires dans Impôt Expert, OK, que ce soit les dépenses d'emploi, c'est le T777 je me souviens plus maintenant, le TP59, excusez-moi, du côté provincial. Ça, c'est pour les employés. OK. Vous avez aussi le T2125 du côté fédéral et le TP80 du côté provincial pour les dépenses de travailleurs autonomes. Donc, tous ces formulaires-là sont dans n'importe quelle version que vous achetez d'Impôt Expert. Okay, donc, il n'y a pas de version spéciale là, pour être capable de déduire ces dépenses-là. Toutes les versions d'Impôt Expert comportent ces formulaires-là. Bon, on continue. Sébastien, mon fils est au cégep. Est-ce que les dépenses livres examens sont déducibles d'impôts? Bon, les seules dépenses qui sont admissibles, ce sont les frais de scolarité. OK? Les dépenses de livres, d'examen, les examens, ça dépend. Si ça prend absolument, si dans ce cas-là, ça prend absolument un frais pour l'examen. Par exemple, pensez-y à un ordre professionnel dont il faut passer des examens pour avoir une certification. Dans ce cas-là, les frais d'examen sont admissibles. Mais s'il n'y a pas de frais distincts pour les examens, malheureusement, ce ne sont pas déducibles. Et pour le cégep, les seules dépenses qui sont admissibles, c'est seulement
c'est seulement les frais de scolarité. Malheureusement, les livres ne sont pas inclus. Auparavant, il y a quelques années, du côté fédéral, on avait un montant pour les livres. OK? On avait un montant pour les manuels qu'on appelait. Malheureusement, le gouvernement fédéral a enlevé ce crédit-là il y a quelques années. Donc, malheureusement, les seuls frais qui sont déductibles pour votre fils au cégep, Sébastien, c'est seulement les frais de scolarité. Et je sais que on sait que pour le cégep, ils ne sont pas gros, là, ces frais-là. Donc, malheureusement, les livres ne sont pas admissibles. C'est seulement les frais de scolarité. OK, donc je ne suis plus travailleur autonome. Est-ce que je dois déclarer sur l'impôt expert zéro revenu? Donc, oui, il faut, en d'autres mots, fermer votre entreprise. OK? Si vous n'êtes plus travailleur autonome et si vous ne songez plus à continuer l'entreprise dans les années futures, bien, il faut fermer dans ce cas-là. Il faut préciser à Impôt Expert que c'est la dernière année. OK, c'est la dernière année d'exploitation. Puis ça, vous allez le voir quand vous faites votre saisie dans l'entrevue. Là, vous allez avoir une option pour dire que c'est la dernière année d'exploitation de l'entreprise. Donc, il faut le déclarer au gouvernement. OK? À moins que vous songiez à continuer et que peut-être vous n'avez pas de revenus présentement. Dans ce cas-là, vous mettez zéro tout simplement comme revenu, comme vous l'avez indiqué dans votre question. OK, vous mettez zéro. Mais si vous ne songez plus à continuer cette entreprise-là, ben, il faut préciser que c'est la dernière année. Autre précision à vous apporter, c'est que si vous avez des biens amortissables, il faut aussi les vendre. Il faut les liquider. En d'autres mots, il faut faire ce que le gouvernement appelle des dispositions réputées. Donc, vous n'avez pas réellement vendu ces biens-là. OK, mais il faut quand même les disposer à 0 $. OK, dans d'autres mots, vous n'avez rien reçu, là, parce que vous n'avez pas vendu ces biens-là. Donc, il faut liquider tous ces biens amortissables aussi. Bon, on continue. Aristide, comment fait-on le report des frais de scolarité dans Impôt Expert? Bon, si c'est votre première année ou si vous n'avez pas les reports présentement dans Impôt Expert, ben vous allez dans la section où vous saisissez les frais de scolarité à l'habitude. OK, donc, vous allez dans le montage de l'entrevue, premièrement. Vous cochez la case à côté de la section pour les frais de scolarité de l'année en cours. Et là, dans votre menu de gauche, vous allez voir maintenant la section pour les frais de scolarité. Et quand vous êtes là-dedans, une des premières cases que vous allez voir, ça va être la case pour préciser le montant reporté des années précédentes que vous pouvez utiliser dans l'année en cours. Donc, ça va être une des premières cases que vous allez voir vers le haut complètement dans la page de saisie des frais de scolarité de l'année en cours. OK, merci. OK, comment on peut faire une déclaration d'un particulier décédé? Il faut juste ajouter la page déclaration du particulier décédé. Est-ce qu'on peut faire attention à autre chose? Merci beaucoup. Donc, premièrement, vous venez juste d'indiquer la première étape. OK, donc, la première étape dans ce cas-là, c'est vraiment de cocher la case, comme vous l'avez précisé dans votre question. Et là, vous indiquez la date de décès, dans ce cas-là, du particulier. Après ça, vous saisissez les renseignements comme vous le faites avec n'importe quel autre particulier. Okay? Il n'y a pas vraiment de différence là-dedans. Vous allez saisir tous les autres renseignements. Okay? De là, le logiciel va appliquer certaines règles pour les clients décédés. Par exemple, la RAMQ, par exemple, pas la RAMQ, excuse-moi, mais l'assurance médicaments du Québec, l'annexe K, en d'autres mots. S'il y a des montants à verser, ben, le logiciel va exempter le client pour les mois après le décès. Donc ça va se faire automatiquement par le logiciel du côté provincial. À part de ça, ça dépend après du cas. Exemple, si vous avez des pertes en capital dans l'année, ben, le logiciel va les appliquer sur n'importe quel autre revenu de l'année. OK, donc vous avez toutes ces précisions-là. OK, donc, et à part de ça, il n'y a pas d'autre chose qui est plus particulièrement spéciale en termes de décédé. Ça dépend vraiment de la saisie. Qu'est-ce que vous avez dans votre saisie? Bon, je pense que j'avais un commentaire. Est-ce que Thierry, ça se peut-tu que vous avez eu un autre commentaire que je ne vois pas présentement? OK, bon, de rien, Thierry. Merci beaucoup. Bon, je continue avec les questions.
comment savoir combien d'impôts on va payer sur le 2000 de PCU? Bon, Nancy, la réponse, c'est ça dépend des autres renseignements de votre déclaration de revenus. OK? Donc, la PCU, ça va être comme un revenu d'emploi. Ça va être traité de la même façon sur votre déclaration de revenus. Qui veut dire que c'est juste un revenu additionnel qui va être rajouté dans votre déclaration de revenus. OK? Donc, une bonne façon de savoir ce revenu additionnel-là, je vais juste aller dans... OK, je vais juste aller voir ici dans les aides, on devrait avoir une calculatrice d'impôt. Donc, si vous allez sur notre site directement, impoexpert.ca, vers le haut dans les onglets, vous avez un onglet qui s'appelle Conseils et outils. Quand vous allez là-dedans, vous avez une option qui s'appelle Calculatrice d'impôt. OK, donc Conseils et outils, OK, sur notre site web, et vous allez à Calculatrice d'impôt. Donc, quand vous cliquez dessus, OK, vous allez avoir maintenant une option pour une calculatrice d'impôt. Vous pouvez saisir maintenant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Exemple, c'est de saisir vos revenus sans le PCU et de voir c'est quoi votre taux d'imposition. Et après ça, saisir vos revenus avec le PCU et voir c'est quoi la différence entre les deux. Et ça va vous donner une bonne idée, en général, de l'impôt additionnel que vous allez payer en recevant le PCU. Mais sachez que c'est juste un revenu additionnel sur votre déclaration de revenus. Tout simplement. OK? Donc, ça dépend, encore une fois, comme je l'ai dit avec n'importe quelle autre question fiscale, la réponse est ça dépend. Ça dépend de votre déclaration de revenus, ça dépend des autres renseignements. Mais un bon indice, comme je vous dis, là, c'est d'aller sur notre site web, impoexpert.ca. Et là, vous allez sur l'onglet Conseils, vous allez sur l'onglet Conseils et outils, et vous allez avoir l'option qui s'appelle Calculatrice d'impôt. Et là-dedans, vous pouvez maintenant essayer des scénarios, OK, pour voir quel serait l'effet. Bon. Raymond, déclaration pour décéder, demande si déclaration finale ou droits et biens. Faire attention à cela. Absolument, Raymond. C'est très bon commentaire, Raymond. Comme je le dis, là, ça dépend de la situation du client. OK? Mais parce qu'un droits et biens, c'est une déclaration distincte qu'il faut produire pour un client décédé. OK? Et une déclaration aussi, et d'autres types de déclarations. Ça dépend aussi des types de renseignements, comme je l'ai précisé. Si j'avais, par exemple, des pertes en capital reportées, que j'avais mentionné, bien ça, maintenant, je peux les utiliser à l'encontre de n'importe quel autre revenu. Qu'on a sur la déclaration de revenus. Donc, ça dépend. OK? C'est du cas par cas là, pour les particuliers décédés. Mais sachez que c'est DTMax qui va s'arranger pour la plupart de ces types de déclarations. Bon, je vais prendre une petite gorgée d'eau et j'attends d'autres questions de votre part. Bon, donc entre-temps, on pourrait avoir d'autres sujets. Donc, je vais parler aussi un peu sur le programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels ou la PIRTE. Ça a été annoncé par le gouvernement provincial dernièrement. OK, donc, c'est une prestation de 100 par semaine pour les salariés à faible revenu travaillant à temps plein ou à temps partiel dans les services essentiels. Donc, ça, c'est une annonce qui a été faite la semaine passée, vers la fin de la semaine passée. Donc, ça va être versé rétroactivement pour le 15 mars et ça va être un maximum de 16 semaines. Donc, les critères d'admissibilité pour cette nouvelle prestation, c'est de gagner un revenu brut de 550 par semaine ou moins. Donc, c'est vraiment pour les travailleurs à faible revenu. Okay? C'est vraiment orienté dans les services essentiels. Okay? Et avoir aussi un revenu de travail annuel d'au moins 5 000 au revenu et un revenu total annuel de 28 600 au moins calculé avant la prestation. Donc, ce programme-là, cette prestation-là va être versée à compter, ça va être disponible, l'application, ça va être disponible à partir du 19 mai et ça va être versé
par dépôt direct à compter du 27 mai, 27 mai de cette année. Bon, je pense qu'on a une autre question. J'ai fermé mon entreprise en 2018, mais je ne me souvenais plus que j'avais fait quelques heures en janvier 2019. Donc, j'ai un peu de revenus en 2019. Est-ce que je dois faire une révision de 2018 pour faire ma déclaration 2019? Moi, je vous dirais, ouais, c'est une bonne question, Vanessa. Moi, je vous dirais non. Honnêtement, vous allez vous créer une autre petite entreprise, là, tout simplement, puis déclarer vos revenus. Ça va être trop de trouble de rouvrir maintenant l'entreprise de l'année précédente, faire des rajustements comme ça et de revenir en 2019. Moi, je vous dirais tout simplement, déclarez-le tout simplement en 2019 avec une nouvelle entreprise, puis fermez-la encore une fois. OK? Moi, pour moi, ça serait plus simple du côté administratif que de faire des rajustements, vraiment. Puis le rajustement, c'est quoi, là? C'est que vous allez dire, oh non, finalement, ce n'était pas une dernière année. Garde, non. Honnêtement, là, déclarez-le en 2019 tout simplement, là, puis refermez-le. Tout simplement. Moi, je ferais de cette façon-là. Bon, est-ce que j'ai manqué une question? Je pense que non. Donc, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup tout le monde d'avoir posé des questions. Ça va être vraiment au bénéfice de tout le monde de répondre à ces questions-là. Donc, on a une autre 15 minutes, grosso modo. Là. Donc l'impôt expert en direct, on avait cédulé pour 1 heure. Donc, on a une autre 15 minutes. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser ces questions, à poser vos questions. N'hésitez pas. Excusez-moi. OK, donc Thierry, je veux juste confirmer que tout est correct, que j'ai répondu à vos questions. Là, si vous pouvez juste me le confirmer, que j'ai répondu à vos questions. Donc, encore une fois, donc entre-temps, encore une fois, le programme incitatif, comme je l'ai précisé, très intéressant comme programme. Là. Je pense honnêtement, la réponse des deux paliers du gouvernement était vraiment exemplaire, je pourrais dire, là, honnêtement. Des deux paliers du gouvernement, là, ils ont vraiment fait le travail pour nous aider dans ce temps là, qui est vraiment unique, là, qui est vraiment. Donc, ils ont vraiment fait le travail là, cette année. Euh, et, euh, et encore une fois, ce programme incitatif-là du côté provincial, comme je l'ai mentionné, ben, sachez, encore une fois, vous pouvez commencer le 19 mai et le dépôt va être fait le 27 mai. Ben, on pourrait parler un peu peut-être sur les dates butoirs, les nouvelles dates butoirs qu'on a pour les déclarations de revenus. Donc, sachez que pour les deux paliers du gouvernement, les deux paliers ont reporté la date butoir pour les particuliers au 1er juin. Okay? Donc, vous avez jusqu'au 1er juin. Donc, en d'autres mots, c'est un mois additionnel qu'on a comparativement aux autres années pour produire nos déclarations de revenus. OK? Bon, les délais maintenant du paiement sans intérêt aux pénalités. Donc, si vous avez un montant dû sur votre déclaration de revenus, le délai pour payer ce montant dû sans intérêt ni de pénalité, c'est le 1er septembre pour les deux paliers du gouvernement, autant du côté fédéral que du côté provincial. Okay? Donc, vous avez jusqu'au 1er septembre. Sachez que si vous avez un remboursement présentement des deux bords, bien, ces dates butoirs-là sont inutiles. Honnêtement, là, ils sont carrément inutiles parce que c'est le gouvernement qui vous doit de l'argent. Okay? Les dates butoirs sont vraiment importants pour ceux qui doivent de l'argent aux deux paliers du gouvernement. Si c'est les deux paliers qui vous doivent, dans ce cas-là, les dates sont inutiles. Okay? Sachez qu'on vous recommande, même si vous avez cette date butoir-là, cette extension-là d'un mois, on vous recommande fortement de produire vos déclarations de revenus le plus rapidement possible. Okay? N'hésitez pas à produire vos déclarations de revenus. Pourquoi? Parce qu'on sait que les deux paliers du gouvernement, particulièrement du côté fédéral, ils ont bonifié certains avantages fiscaux qui sont basés sur vos déclarations de revenus. Donc, exemple, la TPS, le crédit de la TPS et la prestation fiscale pour les enfants. OK? Donc, sachez que on vous recommande fortement de les produire parce que la seule façon que le gouvernement peut bien déterminer les montants qui vous doivent pour ces crédits-là, okay, c'est en produisant une déclaration de revenus. Okay? Donc, la déclaration va préciser au gouvernement
les revenus que vous avez eus durant l'année et vont déterminer, dans ce cas-là, ces montants-là. Sachez que le gouvernement fédéral va bonifier avec un versement exceptionnel dans le mois de mai les crédits, le crédit pour la TPS, donc la taxe sur les produits et les services, et l'allocation canadienne pour les enfants. Donc, pour la TPS, le gouvernement fédéral va doubler le crédit dans un versement qui va se faire dans le mois de mai. OK, donc ça, c'est la TPS. L'allocation canadienne pour les enfants, encore une fois, le gouvernement va verser une fois exceptionnellement un montant de 300 par enfant dans le mois de mai. OK, donc, mais encore une fois, pour bien recevoir ces montants-là, ça prend une déclaration de revenus. OK, donc, le plus rapidement possible, même si vous devez de l'argent, OK, et vous avez jusqu'au 1er juin pour produire votre déclaration de revenus. Sachez que vous avez jusqu'au 1er septembre pour payer votre montant dû. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de produire vos déclarations de revenus maintenant pour bien déterminer ces versements-là et vous payer votre montant dû dans 2-3 mois. OK, donc, autant le plus rapidement possible, produisez vos déclarations de revenus. Bon, de là, si on a reçu un T4A, case 20 ou case 48, est-ce qu'on doit ouvrir un fichier T21-25 ou est-ce pas nécessaire si on n'a pas de dépenses? Donc, la réponse va dire c'est oui, il faut produire un T21-25. OK, les cases 20 et 48, c'est habituellement des paiements contractuels. OK, c'est des versements qui sont pour un travail autonome, qui veut dire que ça prend absolument un T21-25, même si vous n'avez pas de dépenses. OK, il faut quand même les déclarer sur le T21-25 et l'équivalent provincial qui est le TP80. OK, donc, ça vous prend absolument ces formulaires-là. OK, donc on a un autre quoi? Un autre 7 minutes. Donc, on a un autre 7 minutes pour me poser des questions. N'hésitez pas à me poser des questions. OK, on est là pour répondre à vos questions aujourd'hui. Bon, OK, j'ai une autre question. OK, Thierry, j'ai vendu un bien qui est la dernière de la catégorie dans le formulaire T776. Il reste un FNAC et je dois déclarer une perte finale. Toutefois, même en faisant cela, il me reste un montant de FNAC sur ce même bien dans ce formulaire. Est-ce la bonne manière de refléter la situation? Non, ce n'est pas la bonne manière. Il faut vraiment liquider la classe complètement. OK, il faut absolument le faire. OK, donc, dans le logiciel, j'assume que vous utilisez Impôt Expert. J'assume que vous utilisez Impôt Expert dans ce cas. Il faut préciser dans le logiciel, il y a une option, quand vous êtes dans la classe d'amortissement, il y a une option pour dire de liquider la classe. Il faut dire oui à cette option-là. Et là, le logiciel ne va plus garder un FNAC à la fin et va déterminer automatiquement pour vous si vous avez une récupération ou si vous avez une perte finale. Donc, une récupération disant que vous avez fait un profit dans ce cas-là, et là, le gouvernement, et là, vous récupérez l'amortissement que vous avez déclaré durant les années sur ce bien amortissable-là. Une perte finale, c'est que vous l'avez vendu à perte. Okay? Vous l'avez vendu pour moins que le coût original. Donc, qu'est-ce qu'il faut s'assurer dans le logiciel que vous saisissez? C'est premièrement, vous avez votre FNAC du début. Deuxièmement, vous allez indiquer le produit de disposition. Vous allez avoir une option là-dedans pour le dire. Et ça vous prend absolument aussi le coût original. Okay? Et là, ce n'est pas nécessairement le FNAC. Hein? Ne confondez pas le FNAC avec le coût original. Okay? C'est vraiment le coût de l'immeuble quand ça a été acheté. Et après ça, n'oubliez pas de préciser au logiciel que vous liquidez cette classe. Et là, vous allez l'avoir. Okay, là, vous allez avoir votre perte finale ou votre récupération, dépendamment des chiffres que vous allez saisir. Bon, j'attends vos questions. Il nous reste 5 minutes. Un gros 5 minutes pour répondre à vos questions. OK? Donc, encore une fois, comme je l'avais précisé chez vous,
produisez vos déclarations de revenus le plus rapidement possible. Okay? N'hésitez pas dans ce cas-là de produire vos déclarations, que vous ayez un montant dû, produisez-le maintenant parce que vous avez jusqu'au 1er septembre pour payer votre montant dû. Okay? Si vous voulez bien recevoir vos allègements là, et les autres avantages fiscaux que vous pouvez avoir, par exemple la TPS, par exemple l'allocation canadienne pour les enfants, bien, il faut absolument produire vos déclarations de revenus le plus rapidement possible. Parce que ces avantages-là sont basés sur les calculs de vos déclarations de revenus, sur le revenu net qui est déterminé sur vos déclarations de revenus. Et sachez encore une fois que le gouvernement va faire un paiement exceptionnel dans le mois de mai pour la TPS et l'ACE, l'allocation canadienne pour les enfants. Ah, merci. Merci beaucoup, Asma. Merci. Donc, moi aussi, j'ai payé Impôt Expert alors que ça devrait être gratuit. Bon, Marie-Chantal, OK, ça, on va vous contacter directement, Marie-Chantal. On va voir si on pourrait résoudre ce cas-là. OK, on s'excuse pour ce cas, mais on va essayer de résoudre votre cas. Est-ce que Impôt Expert supporte le formulaire TP 726.20.2? Bon, vous avez, Thierry, je vois déjà que vous êtes un préparateur. Donc, dans ce cas-là, la réponse, d'après moi, c'est oui. Je vais juste le vérifier 2 secondes. Je vais juste le confirmer pour vous. Donc, d'après moi, on produit ce formulaire-là. On produit ce formulaire directement. Donc, je vais juste le confirmer pour vous. Je n'ai pas la réponse en main. Là. Je suis dans le logiciel maintenant. Je vais juste le chercher 2 secondes. Et je vais vous donner cette réponse-là. Donc, oui, on l'a. On a ce formulaire-là. Comme je l'ai précisé, dans avec les autres questions. OK, parfait. Ben, c'est bien, Thierry. Donc, on voit que Tubo Impôt ne supporte pas ce formulaire-là. Nous, on l'a. OK? Donc, comme je l'ai dit, peu importe la version que vous achetez d'Impôt Expert, là, c'est vraiment une solution complète. Là. Nous, on ne croit pas à faire des tarifications différentes dépendamment de la déclaration de revenus que vous avez, là, dépendamment des renseignements que vous avez. Nous, on inclut tout dans le produit. OK, donc de rien, Marie-Chantal, on vous revient là-dessus. Là. On va vous contacter directement, OK, pour résoudre votre cas. Bon, on a 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions? On a un gros 2 minutes pour répondre à vos questions. Je prendrai aussi des gentils commentaires. Ça, je pourrais en prendre toute la journée. Là. Ça, je pourrais rester toute la journée pour les gentils commentaires. OK. Donc, OK, donc Marie-Chantal, vérifiez vos messages. Là, on vient juste de vous contacter. Là. Impôt Expert vient juste de vous contacter. Notre soutien vient juste de vous contacter. Un gros 2 minutes. Presque 1 minute. OK, donc, bon, autre précision, peut-être que je pourrais... merci Thierry, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour le gentil commentaire. Donc, une autre minute, tout le monde. Sinon, on va conclure la session dans 1 minute. Donc, si vous aimez aussi, on va essayer de continuer. Donc, comme vous le voyez, je le fais de chez moi là, à cause de la pandémie. La première qu'on a fait, c'était dans une conférence avec ma collègue Ida. Donc, on va essayer de continuer ces sessions-là en direct. Là. On va essayer d'en faire plus. Si vous aimez, je pense que c'est bien apprécié. Là. Je vois, j'ai eu beaucoup de questions aujourd'hui. C'est vraiment bien. Là. Je suis bien heureux du résultat. Donc,
Ici, donc Fadi, je vais vous revenir. Je pense que c'était à vous que j'avais cette question-là. Je me souviens plus c'était qui j'allais revenir là-dessus. Je me souviens plus maintenant, mais je vais chercher dans les questions là, puis on va le voir après. Donc on revient là-dessus. Donc garde, on va conclure ici. Donc le temps est fait. Donc merci encore une fois. Merci Fadi pour le gentil commentaire. Donc, encore une fois, merci. Si vous voulez avoir d'autres sessions, donc n'oubliez pas aussi d'aller sur notre site web, sur impoexpert.ca. Beaucoup des renseignements que j'ai donnés, par exemple, sur ces nouvelles prestations-là que j'ai mentionnées auparavant, les nouvelles dates butoirs de la déclaration de revenus, et se retrouvent tous sur notre blog d'impôt, d'Impôt Expert. Donc, vous allez à impoexpert.ca. Vous allez sous l'onglet Conseils, juste aller, j'oublie tout le temps le deuxième mot, Conseils et outils, et vous avez l'option qui s'appelle Blog d'Impôt Expert. Donc, cliquez dessus. On va toujours publier des articles de nature générale sur les impôts et tous les renseignements que j'ai donnés sur les nouvelles subventions et les nouvelles dates butoirs se retrouvent en détail sur notre blog d'impôt. On produit aussi un balado-diffusion. Ça, vous pouvez aller directement pour avoir accès à notre balado-diffusion. Vous pouvez aller aussi sur notre site Parlons Impôt d'Impôt Expert. OK, donc ça s'appelle Parlons Impôt de Impôt Expert et nos balados-diffusions sont là aussi. Donc, on produit des balados-diffusions pour vous donner plus de renseignements, encore une fois, sur ces renseignements-là. Ouais, merci Vanessa. Merci beaucoup pour le gentil commentaire. OK, donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir venu à cette session. Passez une très bonne journée. Soyez sains et saufs, s'il vous plaît. OK, restez chez vous, suivez les instructions des paliers du gouvernement sur cette pandémie-là. Merci beaucoup tout le monde. Passez une très bonne journée.